Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Merci, de nous rejoindre aujourd'hui pour parler d'Edugo Collège. Alban va très vite, nous rejoindre, mais je vais commencer déjà à vous présenter, cette solution et à vous expliquer un petit peu comment ce webinaire va se dérouler. Tout d'abord, cette solution, elle va vous permettre, de gagner du temps lors de la préparation, de vos séances et aussi d'individualiser davantage, votre enseignement sans que ce soit plus lourd à gérer. Alban vous expliquera concrètement, toutes les solutions que vous avez à votre disposition sur la plateforme pour, améliorer, cette individualisation de l'enseignement. Alors comme je l'ai dit, Edugo, Collège, vous permet de gagner du temps, d'individualiser votre enseignement et c'est une solution numérique qui est gratuite. Elle est gratuite en fait dans les territoires, numériques éducatifs. Il s'agit de 12 départements en France et dans ces départements, cette solution est financée par Réseau Canopé. Vous allez pouvoir accéder à Edugo Collège via le site, TNE Réseau Canopé. On vous montrera ça, tout à l'heure. Il y a une petite formation à faire, rapidement et ensuite, vous pouvez, réserver, votre licence avec votre adresse académique. Donc Alban Cazot, elle est enseignante et formatrice, depuis 20 ans et elle travaille chez Mascotte qui a développé, la plateforme, sur laquelle vous allez pouvoir retrouver toutes les ressources d'Edugo Collège et elle va vous faire une démonstration, des nombreuses possibilités que vous avez grâce à cette plateforme, que ce soit pour l'individualisation dont j'ai parlé tout à l'heure, que ce soit pour, diffuser des documents, et cetera, pour paramétrer, des exercices, comme vous le voulez. Donc elle va vous montrer tout cela en détail et aussi elle vous montrera un cas d'usage pour que vous puissiez voir une application, concrète. Alors bienvenue Alban, je vois que tu nous as rejoints. Bonjour à tous. Oui, merci, d'avoir commencé. Donc bienvenue, à ce webinaire, Edugo Collège. Est-ce que, donc de manière à ce que je puisse, vraiment répondre à vos questions et cetera, est-ce que vous pourriez donc, dans la discussion, pour les participants, nous dire si vous avez déjà en fait, découvert Edugo? Est-ce que vous avez réussi à, vous connecter? Et puis, me dire un peu votre discipline d'enseignement, de manière à ce que je puisse, voilà, répondre au mieux à vos questions. Donc vous avez la discussion en bas. Ça me permettra d'orienter cela et puis surtout de ne pas forcément vous remontrer, plein de détails si vous avez déjà les réponses. Donc, comme le disait, tout à l'heure Caroline, donc Edugo, pour y accéder, il faut, faire partie donc, quand on fait partie des départements territoires numériques éducatifs, aller se former sur le site de TNE Canopé. C'est une formation qui est très courte, hein, qui vous présente, en quelques mots la ligne pédagogique, les partenaires que nous avons, je vous montrerai aussi et puis, qui à l'issue de cela vous permet de débloquer des licences en fait pour que vous puissiez accéder dans votre établissement à Edugo Collège, donc en français, mathématiques et EMC. Donc voilà, merci, à la personne qui a déjà répondu. Vous avez utilisé Edugo Mathématiques, d'accord. Heu et donc, en dehors des départements TNE, ça sera un autre moyen d'accès. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'Edugo? C'est, une banque de ressources, donc des contenus à destination des enseignants et des élèves et qui, se retrouvent sur la même plateforme de manière à éviter, d'être obligé d'amener les élèves un peu à droite, à gauche sur plein de sites internet. C'est beaucoup plus simple. L'idée, c'est de faire gagner du temps à l'enseignant puisqu'il va retrouver aussi bien des fiches de préparation que des exercices, au même endroit, mais aussi, gagner du temps avec les élèves parce que, leur faire rentrer, dans la barre d'adresse du site internet, leur dire de naviguer, que tel exercice va se trouver à telle page et cetera. Là, c'est plus simple. Ils se connectent directement sur le NT et puis, ensuite, une fois qu'ils sont connectés, bah, l'enseignant leur diffuse des modules, mais on peut aussi utiliser cela simplement en le projetant, par exemple, au tableau sur un TNI. Voilà.
Donc, tout ça, c'est l'idée de tous ces partenaires que je vais vous montrer. C'est vraiment de faire gagner du temps, de tout regrouper, de simplifier. Et donc, ça, c'est assez intéressant pour ça. Voilà. Je vois qu'il y a… Donc, voilà, bon, il y a une réponse pour l'instant. Merci. Donc, je vais vous montrer un peu plus en direct. Alors, mathématiques, vous avez utilisé, mais il y a d'autres choses à voir. Pardon. Quand vous dites mathématiques, vous avez le droit d'ouvrir le micro si vous voulez parler, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire uniquement par chat. Ce sont des exercices de mathématiques ou tout ce qui est aussi manipulation, programmation, etc. Vous parle et vous intéresse? D'accord. OK. Alors, je vais partager mon écran. Et Est-ce que n'hésitez pas vous à me vous laissez la main? exprimer, ouais, n'hésitez pas à vous exprimer dans la discussion si vous ne souhaitez pas utiliser votre micro. C'est ça. Mais j'ai déjà eu des réponses sur le chat, hein. Donc, Edugo, je vais zoomer encore un peu. Edugo, c'est en fait cette fleur aux 4 pétales représente bien ce qu'est Edugo. Donc, Edugo, en fait, c'est 4 directions qui ont été imaginées donc par Belin et Mascotte, qui est l'éditeur de la plateforme Tactiléo, en association avec des partenaires que je vais vous présenter, avec le plus gros pôle, on va dire, qui se situe en bas, qui est enseigner et se former. Donc, on est vraiment là à destination des enseignants sur donc, la partie enseignée que vous voyez à droite avec du français, des maths et de l'EMC, puisqu'on est sur les fondamentaux. Donc, avec des exercices autour du vocabulaire, de la langue, mais aussi des textes, notamment avec la collection Déclic que je vous montrerai tout à l'heure, puis des textes patrimoniaux, on va retrouver du travail autour de la petite sirène, du Cid, etc. Des exercices donc de mathématiques, exercices, mais aussi des méthodes, des bilans, comme des leçons qu'on peut imprimer directement. Alors, autour des mathématiques, des parcours de préparation au premier niveau de PIX que je vous montrerai, qui sont en fait des parcours qui viennent de cours d'académie. Et puis en EMC, pareil, des exercices, mais aussi des textes, des idées de séquences pédagogiques, de scénarios pédagogiques qui sont proposés par les clionautes, et puis des vidéos de Lumière sur l'info que je vous montrerai aussi, qui est une association qui voilà, utilise des vidéos pour les enseignants et pour les élèves sur des thèmes d'actualité. Ça, c'est à destination des élèves, mais il est évident que les enseignants, nous devons réfléchir en amont. Et donc, il y a toute une partie d'Edugo qui est conçue pour proposer aux enseignants des ressources de formation et d'accompagnement avec des dossiers d'accompagnement pédagogique sur des thématiques variées, que ce soit le travail de groupe, la collaboration ou l'enseignement, par exemple, du lexique. Des dossiers d'accompagnement aussi qui ont été faits par GERIP, qui sont spécialisés autour de tout ce qui est dyslexie. Donc, ça va vraiment être des dossiers d'accompagnement, donc des aides pour des enseignants sur voilà, comment est-ce qu'on travaille la lecture avec un élève dyslexique, comment est-ce qu'on peut aménager des choses pour un élève à besoin éducatif particulier. On y retrouve donc les vidéos dont je vous parlais tout à l'heure pour Lumière sur l'info, qui sont des vidéos tutos pour amener les vidéos élèves, donc expliquer aux enseignants pourquoi est-ce qu'on va parler des réseaux sociaux, des Ouïghours, etc. Et puis une partie de Tactiléo qui permet en fait de partager avec ses collègues au sein de son établissement des modules qu'on a créés. Troisième pétale, c'est la partie manipulation. C'est pour ça que je posais la question autour des mathématiques, parce qu'en fait, ça peut être utilisé par des enseignants de différentes disciplines qui seraient intéressés par la manipulation. On est en partenariat avec VitaScience qui propose des consoles, donc Adacraft, qui est une console de programmation et de découverte de manière ludique, qui invite les élèves à partager. Donc, je vais vous montrer à créer des blocs et à découvrir la programmation ainsi. Et puis, tout cela sur la plateforme Tactiléo. Pourquoi? Parce que Tactiléo peut agréger ces contenus-là. Je vous montrerai, peut aussi agréger vos propres cours, contenus et exercices. Et toutes les ressources sont adaptables, personnalisables,
individualisable. On peut changer une consigne si on pense qu'elle serait mieux tournée autrement. On peut y insérer ses propres cours. On peut créer des parcours différents en fonction du niveau de ses élèves, des compétences. Et c'est tout cela que je vais vous montrer maintenant. Donc, Edugo se trouve sur la plateforme Tactiléo, qui existe depuis longtemps et qui regroupe différents contenus, notamment des banques de ressources numériques éducatives proposées par le ministère. Là, on est sur Edugo Collège. Donc, on est sur une solution qui est en construction. Il y a beaucoup de contenus, mais ils sont encore en cours d'intégration sur la plateforme. Donc, on va avoir d'ici la fin du mois de juillet, donc pour la rentrée, encore plus de modules. Donc, quand vous arrivez ici, vous êtes dans l'onglet de gauche « Dans mes collections », ça se l'appelle comme ça. La collection, c'est un ensemble de ressources autour d'une thématique. Donc là, Edugo Collège. Un onglet qui vous présente les différents thèmes et les différents partenaires. Un à propos qui va vous citer vraiment tous les auteurs de ces contenus. Et puis, ce qui est intéressant, c'est l'onglet « Mes ressources ». 2146 ressources, c'est beaucoup. C'est beaucoup et c'est pour ça qu'il y a une double possibilité de recherche, soit avec les onglets que je vais vous détailler ici, soit directement dans la barre là-haut. Donc moi, je suis enseignante de lettres, donc j'ai envie de travailler autour de la petite sirène. Je tape directement petite sirène et ça me réduit déjà les filtres à une quinzaine de vignettes qui sont classées, et je vous expliquerai comment après. Mais je peux aussi ne pas avoir d'idée préconçue de ce que je veux faire et plutôt vouloir explorer. Donc, dans les filtres, les ressources sont classées entre ressources à destination des élèves et ressources à destination des enseignants. Donc, ça, c'est intéressant. Je reprends l'exemple de ma petite sirène et en fait, je peux affiner directement en me disant, voilà, moi, c'est la première fois que j'ai des élèves de 6e. Je suis par exemple TZR, j'arrive en cours d'année et l'enseignante que je remplace me dit, voilà, moi, je n'avais pas prévu d'être arrêtée. Je leur ai fait acheter la petite sirène, qu'est-ce qu'on fait? Bon, bah, du coup, je regarde la petite sirène, puis je me dis, tiens, moi, je suis prof, donc je vais cliquer sur enseignant, et puis je vais regarder. Et en fait, j'ai des parcours de lecture, comprendre les enjeux du texte. Je vais avoir des fiches pour moi, pour me guider, pour me faire gagner du temps sur tout ce programme que je ne maîtrise pas et qui vont me proposer, par exemple, des scènes, la rencontre avec le prince, la métamorphose, etc., qui vont m'aider. Et puis, je peux faire la même chose en me disant, qu'est-ce que je peux envoyer à mes élèves directement? Ah ben tiens, le livre, pour ceux qui ne l'ont pas acheté, ça arrive. Le livre qui existe comme cela, mais qui existe aussi donc, dans la collection Déclic, de manière adaptée pour les élèves dyslexiques, avec des possibilités de zoom, avec des mots qui sont mis en avant et tout un accompagnement de vocabulaire. Donc, ça me permet de rentrer un peu plus dans cette ressource. Donc, si je ne tape pas du tout, je vous ai montré le filtre type de public. Le filtre granularité, donc là, c'est pareil, quand je vous dis que la solution, elle est encore en cours de conception. Vous avez des grains, des modules et des parcours. Donc, le grain, c'est vraiment une toute petite unité. Le module, c'est l'essentiel de la composition, mais on est en train d'intégrer des parcours de manière à faire ce que je vous ai montré là, c'est-à-dire à rassembler un ensemble de contenus autour d'une thématique, que ce soit plus simple pour l'enseignant et plus simple pour l'élève. Dans les médias, là, c'est le type de ressources que vous allez trouver. On a des activités pédagogiques qui sont soit des propositions d'activités pour les élèves sous forme de documents parce que ça va les inciter à aller travailler en groupe, par exemple, à faire un brouillon, etc. Soit des activités qui sont des exercices interactifs. Donc, je vais vous montrer cela tout de suite. Par exemple, je vais faire, j'ai envie de faire du français. Hop, voilà. Donc, je vais filtrer. Et je vais avoir, par exemple, une activité que j'ai envie de faire autour du vocabulaire. Hop, voilà. Donc là, on est sur un exercice qui va s'afficher voilà, interactif, donc du glisser-déposer. Que la terre soit ronde est une activité difficile à, et puis l'élève va faire du glisser-déposer.
valider, pour voir la correction, etc. Donc là, on est sur un module qui est en ligne, mais on a aussi des exercices qui vont être sous forme de fiches qui incitent l'élève à rédiger à la main sur son cahier, puisqu'en fait, le but d'une solution numérique n'est sûrement pas, en tout cas pour nous, que l'élève passe plusieurs heures par jour face à un appareil mobile individuel, que ce soit un ordinateur, une tablette ou un téléphone portable chez lui. Donc, on a vraiment toute une possibilité, et on le voit aussi dans les séquences pour les enseignants, de travail hors ligne, hors connexion, sur du matériel pédagogique, une projection au TNI et les élèves font un débat, par exemple en EMC, ou vont écrire un brouillon. Donc évidemment, tout est aussi conçu autour des disciplines qui sont représentées et qui sont affinées, dans le sens où on a bien français, maths et EMC, mais on va pouvoir aussi retrouver des choses autour de la documentation, des modules qui pourraient à la fois servir aussi en technologie. On va retrouver des niveaux, donc niveau collège, niveau cycle 3, mais on est aussi sur des ressources qui peuvent être utilisées spécifiquement dans une classe, cycle 3, cycle 4 ou simplement de la 4e. On va retrouver des thèmes. Donc, est-ce que je veux des exercices interactifs? Est-ce que je veux plutôt des bilans? Est-ce que je veux travailler autour des bibliothèques de ressources éducatives, par exemple? Donc là, je vais retrouver en fait la liste des livres. Donc, Arsène Lupin, La Petite Sirène, etc. Est-ce que j'ai envie de me former moi et donc d'aller voir les dossiers de formation continue? Voilà. Donc, par exemple, pourquoi et comment mettre en œuvre une tâche complexe en classe? Voilà, je suis contractuelle et on sait qu'il y en a beaucoup. Mais au moins là, tiens, je me pose une question, j'ai entendu parler de cette tâche complexe, qu'est-ce que c'est? Et je vais du coup pouvoir parcourir ce dossier qui va m'expliquer ce que c'est, comment faire, qui va me donner un exemple pour que je puisse, moi, le transférer. Voilà. Comment je peux le faire? À quel moment? Dans l'année? Dans un chapitre? Attention, quand est-ce que je dois éviter de faire proposer une tâche complexe? Donc, tout ce dossier-là est vraiment trouvable dans ces dossiers d'accompagnement qui regroupent plusieurs textes, comment jouer et apprendre, plusieurs thèmes. Et toujours dans les dossiers de formation pour les enseignants, on retrouve ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le GERIP, qui propose des dossiers autour de la dyslexie et des fonctions cognitives. Un dossier simple, qu'est-ce qu'un trouble 10? Pour que l'enseignant puisse déjà savoir ce que c'est. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et même un jeune enseignant qui sort d'une année de formation a vu tellement de choses que parfois faire un zoom sur une problématique qu'on trouve quand même énormément. On a énormément de classes, dans nos classes d'élèves qui sont signalés comme atteints d'un trouble 10. Voilà, ça peut être intéressant d'aller voir ce que c'est. Et puis, du coup, des dossiers un peu plus pratiques, cas pratiques sur les aménagements pour ces élèves-là, justement. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place? Un réseau, travailler en réseau, quelles sont les difficultés que rencontrent ces élèves? Et par rapport à ces difficultés, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, inciter à le faire relire, répéter. Qu'est-ce que je peux faire? Alors là, c'est un dossier qui est très général, un maternelle, primaire, collège. Voilà, on est sur du collège, mais on sait très bien que des élèves de 6e sont encore à cheval sur les niveaux par rapport au cycle. Donc voilà, on est vraiment sur de la formation d'enseignants. Pour les élèves, donc exercice interactif, méthode et bilan, vocabulaire, et après des choses plus pratiques dont je vous parlais tout à l'heure, par exemple COUD qui propose en fait des entraînements à PIX, puisque les élèves doivent passer cette certification PIX. Donc là, on est sur une plateforme, par exemple, qui va être sur mener une recherche, scénario pédagogique. Ça nous arrive à tous de demander à nos élèves un exposé, que ce soit sur l'histoire de l'écriture des nombres depuis les Sumériens jusqu'à nos jours ou d'autres exposés. On sait très bien que les élèves, si on leur dit juste faites un exposé, ils sont perdus dans la jungle d'Internet. Et donc là, voilà, on leur apprend par exemple à rentrer sur un moteur de recherche. Moi, j'ai des élèves, quand je leur avais demandé de me retrouver une représentation d'un texte fondateur, ont tapé dans Google « Je veux une photo d'Adam et Ève ». Bon, alors, en dehors du fait qu'il va falloir qu'ils revoient un peu l'histoire de la photographie,
ne pas mettre de phrases conjuguées, etc. Et on parle beaucoup d'IA en ce moment, mais c'est pareil, pour avoir un scénario d'IA qui réponde bien, il faut des bons prompts. Donc là, voilà, on a un chronomètre. Pour savoir s'il pleuvra à Angers dans la journée, quels sont les mots-clés pertinents. Pluie Angers, pluie météo et Angers, pluie et France. Donc hop, je réponds. Donc là, je fais complètement au hasard, hein, évidemment, devant vous. Et puis, je vais avoir le résultat tout de suite. Donc, je peux recommencer en me disant, bon, là, je me suis trompée, etc. Donc, on est vraiment là sur de l'entraînement, sur des notions essentielles et qui dépassent, en fait, les frontières disciplinaires, puisque moi, j'ai connu l'époque où on me disait que c'était les profs de technologie qui faisaient le passer le B2I. Je pense quand même que n'importe quel enseignant peut être amené à aller sur Internet avec ses élèves et que ce sont des ressources qui sont intéressantes. Et c'est pour ça qu'on n'est pas là spécialement dans des collections classées par matière, où je n'ai pas du Edugo pure maths, par exemple, mais je vais avoir des thèmes différents. On continue avec les thèmes. Je vous parlais de Lumière sur l'info tout à l'heure. Donc, Lumière sur l'info, ce sont des vidéos. Des vidéos, vous voyez, pour les élèves et pour les enseignants. Je le vois avec mon filtre. Sur donc les vidéos qui ont un module vert clair, pardon, sont des vidéos élèves. Et puis, les vidéos tuto, qui s'appellent tuto de l'info, sont pour les enseignants. Ce sont en fait des vidéos qui sont faites. Donc, on va parler par exemple de La Terre est plate. J'en parlais avec ma fille ce matin qui me dit, mais moi, on m'a dit qu'il y avait des gens qui croyaient ça. Bon, je t'avoue que moi, je n'ai pas compris comment on pouvait le prouver, mais je vais croire qu'elle n'est pas plate. Donc là, on a tout un scénario. Et puis ensuite, on va arriver sur la vidéo. Donc Scotty et Maïssa, hop, qui, de manière un peu ludique, avec du fond scientifique, vont démonter ce mythe. Donc là, on est pour les élèves, vraiment, mais on va avoir la même chose pour les profs, qui sont par exemple les jeunes et les fake news. Comment amener, donc là on a l'interview d'un docteur en neurosciences, comment amener cette notion de fake news en classe, comment prévoir en avance que dans sa classe, on va avoir des élèves qui vont adhérer plus ou moins à des théories qui ne sont pas scientifiquement prouvées, parce qu'ils sont très sensibles à ce qui se dit sur les réseaux sociaux et qu'on le sait, ils s'informent beaucoup plus là-dessus. Donc, on est vraiment dans l'idée de cette association d'outiller l'enseignant, mais d'amener aussi l'élève à se questionner là-dessus. Donc, on est sur un double adressage grâce à ces vidéos. On va avoir aussi VitaScience, dont les premiers modules arrivent devant nous. Donc, VitaScience, ça commence par un tutoriel. Donc, un tutoriel qui est pour l'enseignant. Qu'est-ce que VitaScience? Qu'est-ce que la console? Je vais couper le son, hein, évidemment, avec le petit robot qui va nous expliquer. Voilà, on est sur Scratch. Et si j'avance un peu, voilà. Donc là, on a l'interface et cette présentation de l'interface. Donc, l'enseignant peut prendre en main cela. Et ensuite, pardon, excusez-moi, des modules pour les élèves, avec donc une consigne pour lui expliquer, voilà, c'est un tutoriel qui va permettre d'apprendre à l'élève à créer des programmes simples, une consigne qui lui explique, voilà, ajouter un bloc, etc. La consigne, évidemment, est rétractable. Et ensuite, on est directement sur la plateforme, puisque bien sûr qu'on peut trouver des plateformes, mais à chaque fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut demander aux élèves de se déconnecter, de se reconnecter, d'aller ailleurs, etc. Là, tout est intégré. Et donc, l'élève va pouvoir changer, mettre les blocs, changer en disant non pas avancer de 6 pas, mais finalement de 6, puis tourner. Et une fois qu'il aura fait ça, il pourra valider. Là, vous voyez que tant que le programme n'est pas fini, il ne peut pas. Il va rendre le travail et puis voilà, l'enseignant va pouvoir le corriger et travailler là-dessus avec les élèves. Quelque chose d'assez particulier par rapport à VitaScience et donc à ces tutoriels, c'est que vous voyez qu'on a une douzaine de modules, mais en fait, l'enseignant peut très bien créer les siens. Et donc là, c'est ce que je vais vous montrer après avoir fait un peu tout le tour de ces filtres et du coup, balayer des ressources.
Les 2 derniers fils que je n'ai pas montrés, ce sont les points du programme. Vous voyez qu'ils sont très, très nombreux. Et puis les compétences donc, qui sont attendues des élèves. Alors, on peut indexer aussi, si on veut, de manière au niveau de difficulté, mais c'est tellement personnalisable et adaptable en fonction de sa réalité de terrain, en fonction de son établissement, d'un établissement à l'autre, d'une classe à l'autre, c'est différent, qu'ils ne sont pas tous indexés et libre à vous de le faire. Donc, une fois qu'on a toutes ces ressources, elles sont personnalisables, éditables, paramétrables. C'est ce que je vais vous montrer. Donc, je vais aller prendre un exercice au hasard. Hop, le premier, que je peux visualiser. Donc là, on est sur un exercice, voilà, sur les 4 modalités d'acquisition de la nationalité française, par exemple. Voilà, avec des QCM, avec des exercices, bref. Je peux soit l'envoyer directement à mes élèves. Alors, il me va, je ne le touche pas. Donc, je l'envoie à mes élèves. Si je suis, comme vous êtes dans un établissement gare, moi, ça ne l'est pas. J'ai qu'un élève là qui remonte, mais vous, vos élèves, quand ils sont connectés à l'ENT, ils remontent tous. Vous pouvez dire, tiens, je vais l'envoyer à ma classe de 3e C, hop, directement. Soit j'ai envie quand même de modifier un peu ce module, eh bien, je vais le dupliquer. À partir du moment où je le duplique, j'ai la main dessus. Qu'est-ce que je peux faire? Des choses toutes bêtes comme changer la vignette, parce que j'ai envie de changer l'image, j'ai envie de mettre autre chose. Je peux changer le titre. Donc, par exemple, c'est typiquement pour mes élèves de 3C uniquement. Les autres élèves, je ne veux pas. Et puis, j'ai tous les éléments, donc toutes les pages, hein, si on imagine, qui composent ce module. Et j'ai trouvé, par exemple, que cet exercice de légender une image était intéressant. Voilà. Donc, c'est l'étude d'une carte d'identité hein, où les élèves doivent finalement déplacer des étiquettes au bon endroit. Mais je trouve que la consigne n'est pas bonne. Compléter ce schéma avec les expressions proposées ci-dessous. Déjà, j'ai envie de la mettre plus grosse. Et puis, je trouve que mes élèves ne vont pas trop comprendre. J'ai des allophones. Compléter ce schéma, c'est un petit peu différent. Donc, je vais mettre simplement placer les étiquettes au bon endroit. Parce que je sais que moi, mes élèves, c'est une consigne que j'utilise assez souvent. Et donc, je vais enregistrer. Et du coup, je vais avoir l'exercice avec ma consigne qui apparaît, avec une faute d'orthographe, bref, qu'il va falloir que je change. Ce que je peux faire aussi dans l'édition, donc voilà, changer, espacer si j'ai besoin d'espacer, de changer, etc. Changer tout ce que je veux. Je peux rajouter des images, du son, si j'ai envie de tout sonoriser. Je peux rajouter d'autres étiquettes. Là, on est sur un exercice. Je peux paramétrer ces exercices. Vous voyez que celui-là, par exemple, il est évalué manuellement, ce qui veut dire qu'une fois que l'élève l'aura complété, il va avoir un message en disant « en attente d'évaluation » et l'enseignant va devoir venir l'évaluer. Je peux très bien décider de l'évaluer automatiquement, que l'ordinateur dise à l'élève réponse juste, réponse fausse, comme dans un des exercices que je vous ai montré précédemment. Si je l'évalue automatiquement, alors je vais un peu zoomer pour que vous puissiez mieux voir, voilà, je peux paramétrer le feedback. On sait que pour l'autonomie de l'élève et puis sa motivation, sa confiance en soi, etc., il est intéressant d'avoir des rétroactions sur ce qu'il a fait. Donc, par défaut, on propose réponse correcte et réponse incorrecte, mais je peux personnaliser. On est à la fin du module, là. Donc, je vais mettre « Bravo, tu as vraiment compris la notion », par exemple. Voilà. Et puis, au lieu de mettre « réponse incorrecte », je vais lui mettre c'est un exercice, tu vas continuer à progresser. Parce que je trouve ça positif. Je peux choisir aussi le comportement, c'est-à-dire adapter la navigation de mon élève en fonction de ses résultats. Je peux considérer que dans un exercice d'entraînement, l'élève qui réussit, 1 fois, 2 fois, 3 fois, n'a peut-être pas besoin de continuer une dizaine de fois. Donc lui, je peux soit lui faire carrément terminer le module, soit l'envoyer à un autre endroit pour qu'il accélère
puisqu'en fait, je me dis qu'il va falloir qu'il aille faire des choses compliquées. Je peux faire pareil pour l'élève qui n'a pas réussi. Je prends un exemple vraiment classique de mathématiques. Si je demande à un élève combien font 3 fois 7, je peux me dire que l'élève qui répond 21, bon, il peut continuer sur des tables de multiplication. L'élève qui ne répond pas 21, je vais peut-être l'envoyer relire ces tables de multiplication parce qu'en fait, a priori, il ne la connaît pas. Donc, ça ne sert à rien que je lui demande ensuite combien font 3 fois 8 et 3 fois 9, etc., puisque la table de 3 ou la table de 7 n'est pas maîtrisée. Donc, je peux très bien dire, tiens, passer à l'élément, et puis je vais mettre un élément avec une table de multiplication toute bête. Je peux aussi me dire que l'élève qui a faux, je vais le faire terminer le module, parce que finalement, je vais le prendre lui en petits groupes. Je ne vais pas le laisser sur l'ordinateur, et je vais prendre vraiment ceux qui n'y arrivent pas dans un petit atelier en présentiel, là, avec du papier, du crayon, faire manipuler avec des réglettes, par exemple, ou avec des jetons, pour qu'ils revoient la notion de multiplication. Donc, j'ai pas mal de possibilités d'adaptation à ce niveau-là. Je peux aussi choisir de mettre une limite de temps. Si, par exemple, je suis en mode d'évaluation, je peux très bien mettre une limite de temps en me disant « c'est un QCM ». L'élève à qui je laisse un temps infini, il va aller sur Google, il va chercher la réponse, j'ai pas envie, il faut qu'il réponde du tac au tac. Allez, tiens, je vais lui mettre 30 secondes. Toujours dans le cas, par exemple, où je suis sur un module d'évaluation, ou dans le cas où je me dis que je voudrais refaire faire l'exercice à l'élève qui n'y est pas arrivé, je peux choisir de ne plus avoir la possibilité que l'élève voit ses réponses fausses et sa correction. Donc, en cochant rien, il ne verra rien. Je peux simplement mettre en lumière ses erreurs en lui disant « Tiens, voilà tes erreurs, à toi de trouver comment les corriger ». Je peux effectivement lui montrer le résultat ou le résultat avec la correction. Voilà. Je peux choisir la difficulté si je veux. Et puis, je peux aussi choisir de mettre des indices en me disant « Voilà, l'élève qui hésite, au bout de 10 secondes, par exemple, je vais lui mettre un indice et que je vais créer. Cet indice, il peut être sous forme d'audio, il peut être sous forme d'image. Donc, par exemple, je peux mettre ma table de multiplication en disant « Rappelle-toi, dans la table de multiplication, il y a ça ». Ou mettre un texte avec, par exemple, rappel de points, et puis j'écris mon texte ici. Donc, j'ai beaucoup de possibilités aussi d'étayage pour les élèves, et les élèves s'en saisiront ou pas, puisqu'en fait, l'élève qui n'a pas de problème de mémorisation, qui n'a pas de problème sur cet exercice, aura répondu avant l'indice. Donc, tout ça, ce sont des possibilités de paramétrage de ce qu'on appelle les éléments sur Tactileo. Autre possibilité, là, je vous ai montré le petit crayon de modification, mais finalement, je peux aussi le dupliquer. Si, par exemple, je veux faire ce que je vous disais tout à l'heure, un arbre de décision, donc en me disant ici, si l'élève a faux, eh bien, je vais l'envoyer dans l'un. Si l'élève a juste, je vais l'envoyer dans l'autre. Je peux faire des niveaux. Donc, je peux faire, par exemple, ici, niveau 1. Et je vais enlever je vais supprimer des étiquettes parce qu'en fait, je vais faire un module plus facile. Voilà, donc là, j'ai allégé. Donc, j'ai mon niveau 1, là, j'ai mon niveau 2. Voilà, je vous avais dit tout à l'heure, j'avais légendé l'image, par exemple, en changeant la consigne pour des allophones ou pas. Et donc, je vais dire, voilà, ici, l'élève qui y arrive, il passe à l'élément, pardon, niveau 2. Et l'élève qui n'y arrive pas, il va passer à il va passer au module niveau 1. Ce qui fait que quand je suis un élève, eh bien, je ne vais pas avoir le même parcours que mes voisins. Et vous, en tant qu'enseignant, vous le voyez grâce à ce petit signe ici. Donc, l'élève qui arrive à la question 9, il ajuste, il passe à une question plus dure, il a faux, il passe à une question moins dure. Voilà. Tout ça, c'est paramétrable. Je peux aussi décider de supprimer. Moi, cette question-là, je ne la trouve pas bien, ou finalement, je vais arrêter de faire des niveaux. Juste en cliquant sur la poubelle ici, je supprime. Et puis, vous voyez là la possibilité d'ajouter un élément. Quand vous ajoutez un élément, que ce soit dans une création ex nihilo de module, vous créez votre propre module, ou dans un module que vous voulez modifier, vous arrivez sur deux types d'éléments. Les éléments évalués,
qui sont toutes sortes d'exercices et les éléments d'information. Donc, je vais vous montrer un peu les éléments évalués. Donc, les éléments évalués, on a par exemple légender une image, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Vous choisissez une image et vous demandez aux élèves d'aller glisser des étiquettes dessus ou d'écrire la légende. Donc, je vais aller choisir une image. Hop, dans mes images, par exemple, celle-là. OK. Et donc là, je vais demander à l'élève de placer les étiquettes. Donc, soit en glisser-déposer, c'est moi qui écris l'étiquette. Donc, je vais par exemple écrire anneau. Hein, et l'élève placera anneau. Soit en saisie-clavier. Et là, l'élève va devoir écrire. Donc, c'est intéressant pour tout ce qui est mémorisation active, mais aussi vocabulaire, etc. Je peux choisir de prendre en compte ou pas la casse, de prendre en compte ou pas les accents. Et puis, je peux me dire, tiens, pour mes élèves anophones, je vais accepter anneau, parce qu'en fait, tout ce qui m'intéresse, c'est qu'ils l'écrivent comme ça. Et puis, je vais l'écrire comme ça. Alors, moi, ça m'arrache les yeux, mais voilà, je peux très bien l'avoir comme ça. Ou je peux dire, tiens, il y a des élèves que j'ai entendu appeler ça cerceau. Allez, je considère que cerceau, au départ, c'est bon. Donc, l'élève va avoir deux possibilités, soit glisser, soit saisie clavier, en fonction de ce que vous avez paramétré. La zone d'intérêt, c'est le même principe. Je reprends toujours ma capture d'écran. Ah, bon, l'image est trop petite. Je vais essayer d'en trouver une plus grande. Ah, parce que celle-là, elle est assez grande. Voilà. La zone d'intérêt, c'est-à-dire que je vais demander à l'élève de cliquer sur, par exemple, la bouche. Voilà. Et moi, je dis, la zone que je veux, elle est là. Et je vais accepter que l'élève clique jusque-là. Intéressant, par exemple, quand on a, j'en sais rien moi, un ensemble de solides et qu'on demande à l'élève, ben tiens, clique sur le cylindre. Voilà. On peut aussi, avec l'exercice précédent, mettre des étiquettes, cylindre, pyramide, etc. et l'élève les place. On est là sur cliquer sur la zone d'intérêt. Au niveau des exercices, après, on va retrouver la question à trous, c'est-à-dire une phrase où l'élève va devoir soit pareil, déplacer l'étiquette, soit écrire les mots qui manquent, le traditionnel QCM, des exercices où il faut appareiller. Donc, je vais vous en montrer peut-être après si j'en retrouve parmi toutes les ressources. Donc, on va relier par exemple des mots à leur définition. Ça, c'est intéressant quand on est sur un exercice de vocabulaire, de révision, de leçons, etc. Donc, beaucoup d'exercices. Et puis, donc, ce que je vous disais tout à l'heure, la console Adacraft. Et donc là, l'enseignant va pouvoir créer son propre exercice. Il faut que ça charge, puisqu'en fait, c'est la console qui va charger. Et j'ai beaucoup de fenêtres. Donc voilà, l'enseignant va pouvoir écrire sa consigne ici, comme tout à l'heure, et puis créer son propre exercice de manière à proposer différents exercices aux élèves. Pareil, s'adapter, en faire des plus faciles, des plus difficiles, etc. Hop, je vais quitter. Donc, dans les éléments maintenant d'information. Dans les éléments d'information, il y a la possibilité d'ajouter en URL des vidéos. Vous pouvez trouver sur Internet des vidéos intéressantes, avoir l'habitude de les partager à vos élèves. Moi, la première fois que j'ai emmené mes élèves de 4e en salle informatique pour aller sur YouTube, l'historique ne contenait pas que des exercices de français. Hein. Certains voulaient voir Clara Morgan pas très habillée, pour être poli. Là, l'avantage, c'est que je peux intégrer directement la vidéo avec son URL et elle va apparaître en fait au sein du module, donc sans que l'élève ait à aller ailleurs, sans qu'il soit soumis aux publicités, aux cookies, mais aussi aux tentations de tout ce que ces sites d'hébergement vidéo nous proposent. Je peux aussi y mettre d'autres pages Internet, et je vous montrerai après à quoi ça ressemble, pour dire à l'élève, bah, tiens, va sur la page Internet, par exemple, de ce site, et puis cherche les informations dedans. C'est toujours plus simple que de leur dire, tape dans la barre de recherche www.http : là, on les perd. On a aussi la possibilité d'y intégrer ses propres documents. Vous avez, vous, des cours, des exercices, des corrections en PDF, etc. Vous les rentrez dedans. L'avantage, c'est que le PDF, il peut être scindé en plusieurs pages
hop, non pas les objets 3D. Est-ce que je vais avoir séquence 3 et d'Hugo, par exemple? Donc là, on va me demander si je veux le scanner. J'ai 3 pages et du coup, j'obtiens mon PDF en 3 pages. L'avantage, c'est que ça va scinder la charge cognitive de l'élève et que je vais pouvoir insérer entre chaque élément un QCM. En disant, voilà, page 1, l'élève lit le début de la leçon, je lui fais faire un petit exercice. S'il a bon, il passe à la page 2, je lui fais faire un exercice, etc. Puisqu'en fait, vous avez vu, je peux bouger les éléments comme je veux. Donc, je peux faire ça avec mes propres cours. Je peux aussi taper mes cours. Voilà. Leçon. Et puis, j'écris comme je veux. Je peux y mettre mes images, toujours pareil que tout à l'heure. J'ai différentes mises en page, etc. Et puis, je peux aussi, ça c'est intéressant, aller chercher dans toute ma collection. Donc là, on est sur Edugo Collège. Parmi les 2000 et quelques ressources, je peux dire, tiens, mon module, je vais le composer avec tout ce que j'ai fait tout à l'heure, mais finalement, je vais aussi y rajouter d'autres choses. Alors, vous inquiétez pas, moi, j'ai accès à tout, mais vous ne serez pas perdus dans cette jungle. Je vais y ajouter aussi des choses autour de l'enfant, acteur et citoyen, parce que dedans, il y avait un exercice qui me plaisait, et puis il y avait la lecture d'une affiche qui me plaisait aussi. Voilà. Et donc, j'ai composé mon module avec tout ça. Et donc là, je vais faire mon module, par exemple, de MC pour, cette fois-ci, mes 5e B. Et donc, je vais avoir mon propre module que je vais retrouver cette fois-ci dans mes ressources. Dans mes ressources, j'ai tout ce que j'ai créé. Donc là, vous le voyez, mon module de 5e B. Voilà. Que je peux visualiser. Alors, avec mon PDF inséré comme tout à l'heure. Voilà, avec tout ce que j'ai rajouté. Je peux de nouveau l'éditer, mais j'ai aussi tout ce que j'ai pu faire, tout ce que j'ai pu me mettre de côté, donc autour de textes, autour d'exercices, etc. Donc, par exemple, mon module sur les registres de langue que je vais vous montrer ici est un module que j'ai conçu en intégrant plein de choses. Par exemple, cette vidéo que j'aime bien, qui explique ce que c'est que les registres de langue, se trouve sur Internet. Bon, je n'ai pas envie que l'élève y aille, donc il peut la regarder, elle est encapsulée. Ensuite, il passe à la suite. J'ai créé un exercice où l'élève va pouvoir classer voilà, ces exercices. J'en ai créé un autre, ça c'est moi qui ai créé. Et puis à la fin, j'ai rajouté un petit fichier PDF que l'élève peut directement télécharger ou imprimer et mettre dans son cahier. Donc vraiment, dans l'onglet Mes ressources, je retrouve tout ce que j'ai pu créer, juste simplement copier, dupliquer, etc. Et ça m'appartient. J'ai la main dessus. Et donc, je peux le personnaliser et puis je peux aussi, du coup, le partager. Je suis assez contente de mon petit module autour des registres de langue. J'ai une collègue qui me dit « Ah là, il faut que je fasse travailler mes élèves autour des registres de langue, je ne sais pas quoi faire. » Eh bien, je vais le partager avec mon établissement. À partir du moment où je le partage avec mon établissement, tous mes collègues de mon établissement vont le retrouver ici. Vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose, parce que je n'ai pas choisi de partager énormément de choses. J'ai choisi de partager quelques modules que j'avais créés, mais au moins là, tous mes collègues peuvent y avoir accès. Sinon, mon travail m'appartient et n'est visible de personne. Voilà. Si je suis un peu timide, je peux le garder pour moi. Mais là, c'est intéressant parce que du coup, on peut décider ensemble, en équipe, comme on le fait assez souvent, hein, en fait, de partager une thématique, de partager des points du programme et de gagner du temps aussi là-dessus en récupérant le travail qu'ont fait les enseignants et en étant sûr de ne pas perdre la photocopie, parce que souvent, voilà, moi, je croisais des collègues à la photocopieuse, ils disaient « Ah ben tiens, tu voulais mon exercice, je te donne la photocopie. » Des fois, je la perdais, je ne savais pas où je l'avais mise. Là, au moins, même s'ils l'ont intégré dans le module sous forme de PDF, je l'aurai toujours. Voilà. Dernière partie, pardon, la création de parcours. Donc là, on était sur créer un module. Le parcours, l'avantage, c'est que c'est une session un peu plus longue. Les modules sont très courts, c'est 5 à 10 minutes pour un élève. Donc, c'est bien au niveau de la charge cognitive.
mais c'est un peu long et fastidieux. À chaque fois, il faut créer une session, etc. Et puis, on a des élèves qui vont plus vite que ce qu'on avait prévu. Donc, ils se retrouvent à dire: «Madame, j'ai plus de travail à faire. Ah oui, attends, je te recrée une session». L'avantage du parcours, c'est que là, je vais pouvoir faire un parcours qui s'appelle vocabulaire et je vais pouvoir y mettre des paliers. Donc, palier 1, je vais y mettre des ressources. Donc, je vais pouvoir aller dans Edugo Collège, chercher ce qui existe en vocabulaire. Je retourne dans Edugo Collège, je ne l'ai pas sélectionné, pardon. Voilà. Et je me dis, tiens, je vais faire les vocabulaires des angles, des cercles et de la notation au départ parce que c'est intéressant. Ça, c'est mon palier 1. Et puis ensuite, je vais faire un deuxième palier 2 dans lequel je vais rajouter d'autres vocabulaires parce que je trouve que c'est plus difficile ou que par rapport à ma progression, c'est plus logique de le faire après. Donc, hop, dans mon vocabulaire de mathématiques, tiens, le palier 2, ça sera le vocabulaire des fonctions. Parce que ça, c'est ce que je ferai ensuite dans l'année. Donc, je me crée mon deuxième palier et puis je l'enregistre. Et du coup, j'ai tous mes exercices qui sont regroupés au même endroit. Je me dis, tiens, les élèves, je ne veux pas qu'ils passent au vocabulaire sur les fonctions tant qu'ils ne savent pas ce que c'est que le vocabulaire des notations. Du coup, je vais mettre une règle de validation. Il va falloir qu'ils valident obligatoirement celui-là pour arriver au palier 2. Et ça, c'est intéressant parce qu'en fait, je vais pouvoir bloquer la progression des élèves. Et au lieu d'avoir des élèves qui font juste suivant, 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 parce qu'ils veulent se débarrasser de l'exercice, en fait, je vais les obliger à réussir. Et s'ils ne réussissent pas, moi, je vais pouvoir aller les voir et leur expliquer. Donc ça, c'est le palier avec des ressources qui sont plus ou moins bloquées. Voilà. Je vais pouvoir créer des sessions pour mes élèves. Bon, bah là, je vous en fais une fausse, évidemment, pour vous montrer la suite. Là, je ne peux pas, puisque je ne suis pas dans un établissement gare, mes élèves ne remontent pas, etc. Mais une fois que j'ai créé des sessions, donc je vous ai dit, session de module ou session de parcours, je peux suivre évidemment le travail de mes élèves. Donc, je vais aller regarder. Alors, c'est comme je suis sur mon établissement de démonstration, je vais avoir là. Voilà. Je vais voir que mon élève a fait l'exercice, il ne l'a pas réussi. Pourquoi il n'a pas réussi? Je vais aller regarder ce qu'il a fait. Donc, je peux cliquer dessus. Si je veux, par exemple, projeter au tableau en direct la progression de mes élèves quand ils sont en train de faire un QCM, je peux en fait masquer leur nom en disant, voilà, vous avez toute la liste de mes 25 ou 36 élèves en fonction d'où j'enseigne qui apparaît. Et puis, je vois ceux qui avancent en fonction d'où ils sont, qui a juste, qui a faux, etc. Mais je peux masquer les noms parce que ce n'est pas très, très sympa d'afficher les erreurs et les réussites devant tout le monde. Donc voilà, là, j'ai vraiment ce suivi-là. Alors, j'avais pris un module qui n'avait qu'un élément, mais je peux peut-être le faire au niveau des fractions. Voilà. Pareil, là, il y a 2 éléments, donc je pourrais, une fois que mon élève aura été voir, cliquer. J'ai le temps aussi et son pourcentage de réussite. Je vous parlais des parcours tout à l'heure, ça va être la même chose. J'ai envoyé mon parcours de vocabulaire. Eh bien, je vais pouvoir voir, une fois que mes élèves seront inscrits, évidemment, je ne vois pas, donc je vais les mettre ailleurs et vous partager autre chose. Je vais pouvoir voir mes élèves quand ils avancent, où est-ce qu'ils en sont. Alors là, je vais aller sur un vrai établissement avec des élèves pour vous montrer à quoi ça ressemble et pas sur le test. Ça sera plus simple. Voir les résultats. Et je vais vous partager la suite. Il faut juste que je cache les noms, c'est pour ça que j'attends de partager.
Celui-là, c'est bon. Voilà. Hop, et je vous le partage ici. Ouais. Donc, vous voyez, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. J'ai masqué les noms là, mais du coup, je peux aller voir. Donc, j'ai mes apprenants que je peux classer en fonction de la réussite. Je peux aussi regarder le temps qu'ils ont mis. Parce que bon, numéro 13 a mis à 2 sur 10, mais en même temps, il n'a mis que 41 secondes, donc c'est assez logique. Ce qui va plus m'inquiéter, c'est un élève qui n'a pas réussi et qui a passé très longtemps si je n'ai pas mis de résultat, enfin de chronomètre. Et du coup, je peux aller voir pourquoi l'élève a faux. Ou me dire, moi, en tant qu'enseignant, cette question-là n'a pas été vraiment bien réussie. Peut-être que la 8, quelle était la 8, je vois les réponses qui sont données, je peux aller voir, etc. Peut-être que ma question 8, il y a un souci. Alors, soit elle était mal formulée, soit moi, j'ai mal paramétré. Des fois, ça arrive, vous savez, dans les QCM, on dit quelle est la réponse juste, puis en fait, on se trompe et on n'implémente pas la bonne. Par contre, là, tiens, c'est intéressant parce que tout le monde a bon, mais lui, il a eu faux. Pourquoi? Et je vais aller voir pourquoi il s'est trompé. Et donc, je peux retourner voir le résultat de mes élèves. Et je peux l'avoir aussi sous forme de plateau, c'est assez visuel. C'est-à-dire, bah, tiens, tout cela, où est-ce qu'ils en sont? Voilà. Vous voyez, là, j'avais un gros groupe et c'est intéressant. Et je l'utilise aussi en projection en direct, quand on fait des petits exercices en live, pour leur montrer ceux qui sont en retard et pas. Et c'est assez intéressant d'avoir le temps, parce que vous voyez que certains mettent 12 minutes et d'autres 2 minutes. Donc ça aussi, c'est une variable qui est intéressante quand on est enseignant, puisqu'on sait que certains élèves n'arrivent pas à finir dans les temps impartis. Et ça peut être un stress, mais ça peut être aussi un manque de méthode, etc. Voilà. J'ai montré beaucoup de choses, mais parce qu'il y avait beaucoup de choses. C'est très riche. C'est encore en cours d'amélioration, hein, évidemment. Voilà, est-ce que vous avez du coup des questions, des remarques? Nous avons régulièrement des webinaires comme cela, on en aura plus à la rentrée. Il y a pas mal aussi de tutoriels en ligne qui sont trouvables. Il y a le forum de Canopé aussi. Voilà. Si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Merci beaucoup, Alban. Cette visite hyper complète de toute la plateforme, toutes les possibilités de personnalisation, de création en fonction du niveau d'investissement qu'on veut mettre et des besoins qu'on a dans sa classe. Moi, je me demandais si tu pouvais pas aussi nous montrer rapidement, en fait, comment on se connecte, comment on fait pour réserver sa licence quand on va sur le site tne.réseau-canopé.fr. Alors, hein, je vais partager mon écran. Voilà. Donc, vous arrivez sur tne.réseau-canopé.fr. Je vais me connecter avec mon adresse académique et une fois que j'arrive dessus, j'ai donc là les solutions numériques éducatives. Je suis en collège, je suis enseignante de français, mais je ne trouve pas là. Voilà. Et je suis intéressée par Edugo Collège. Je clique dessus et du coup, je vais me former pour débloquer la solution. Bon, moi, je l'ai déjà terminé, forcément. Et une fois que j'ai fait ce court module, hein, en fait, ils disent 10 minutes, 20 minutes, etc. Mais c'est assez rapide. Et une fois, en fait, que j'ai terminé ce module, je vais pouvoir demander l'activation du pack depuis mon espace personnel. Je vais demander l'activation dans mon ENT. Là, j'ai demande non envoyée. Et quand je vais la demander, en fait, je vais juste dire, voilà, j'appartiens à tel établissement. Je vais demander pour toutes mes classes. Donc, j'ai par exemple 4 classes. Gros établissement avec plus de 35 élèves par classe. Donc, je vais rentrer le numéro. Si je suis enseignant documentaliste, je peux aussi, du coup, mettre toutes mes classes. Et puis, je vais pouvoir mettre des informations complémentaires et envoyer ma demande d'activation à mon chef d'état, enfin à l'ENT, pardon, à Canopé qui va débloquer la licence et ça apparaîtra après. Donc là, je ne peux pas vous montrer parce que je n'ai plus accès à mon ENT cette année. Mais ensuite, quand je vais dans mon ENT, directement dans le médiacentre, je vais avoir accès aux mères de famille et aux ressources. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble
parce que j'ai une capture d'écran quelque part qui traîne, je crois. Donc dans le média centre de l'ENT, mais souvent il faut demander au responsable des affectations, en fait, qui n'est pas tout le temps l'enseignant qui commande. Voilà. Donc vous arrivez sur cette image. Donc dans le média centre, mes ressources externes, il faut penser à cliquer sur afficher tout, puisqu'en fait là vous voyez Mascotte Italien, qui est une banque de ressources qui est financée par le ministère, et j'ai des enseignants qui me disent mais je vois pas Edugo Collège alors que je l'ai demandé. Quand vous cliquez sur afficher tout, en fait vous allez avoir les briques, et donc vous pouvez mettre Edugo Collège et Learning Connect Mère de Famille, puisque Mère de Famille c'est l'appellation officielle de tous les éditeurs de ressources. Voilà. Donc suivre un module de formation qui prend vraiment moins de 30 minutes. 2 clics, j'ai après l'accès directement dans mon ENT. Et puis, pour envoyer les modules aux élèves, il faudra que les élèves, pareil, se connectent une fois dans l'ENT. Donc, en ce moment, on est en fin d'année et les enseignants documentalistes, en fait, prennent le temps des fois, quand les élèves viennent rendre leur manuel, par exemple, de leur faire juste se connecter à l'ENT pour tester si ça marche. Voilà. Merci beaucoup, Alban. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions ou des remarques, à nous les envoyer dans la discussion ou dans l'outil questions et réponses. On a encore quelques petites minutes pour vous répondre. Et puis, pour rester informé de toutes les actualités d'Edugo, des prochains webinaires, de tout ce qui va se passer, notamment à la rentrée, je vous invite à vous inscrire à la newsletter. Donc, je vous ai mis l'URL du site dans la discussion. Voilà. Et écoutez, a priori, c'est que c'était dense, mais pour l'instant un peu clair. Je pense que voilà, c'est toujours pareil devant cette masse d'informations. L'idéal, c'est que vous puissiez aller voir, tester, vous dire au début, je prends un exemple, je prends un module, je vais juste le diffuser à mes élèves. Je rentrerai je sais que les paramétrages existent, mais je m'y mettrai plus tard, c'est tout à fait possible. Ou tiens, moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir y mettre toutes mes ressources. J'avais des exercices que j'avais créés ailleurs, sur papier, sur d'autres plateformes, etc. En fait, je peux tout intégrer. Ce sera beaucoup plus simple pour les élèves. Eh bien, allez-y, lancez-vous. Nous, au support, on est aussi réactifs hein, quand on a des questions. Sur aide.tactileo.fr, vous tombez directement sur nous au support, que ce soit pour des questions de je me rappelle plus comment on paramètre ou je ne sais plus accéder. On est là. Voilà. Même pour des enseignants qui prennent le pas du numérique voilà, relativement de manière récente, on est là aussi pour vous aider. Voilà. Eh bien, merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alban, encore une fois, pour cette présentation très complète et qui vous a montré que vous aviez une grande liberté sur cette plateforme. Et on a hâte que vous la preniez en main et que vous nous fassiez part de vos retours. On vous souhaite une très, très bonne journée.